Pareil. Vous savez qu'il y a certaines vidéos, vous devez faire, vous vous dites que est-ce que c'est une bonne idée de tourner la vidéo? Et je me suis posé la question, je me suis dit, c'est important de partager le processus dans lequel on est passé, afin que s'il y a quelqu'un qui se reconnaisse dans cette ancienne version de vous, vous puissiez être le reflet que c'est possible de s'améliorer et de changer. Donc aujourd'hui, on va parler de la première fois que Mbida, votre soeur ou fille ou que sais-je, a pris l'avion. Vous ne vouliez pas être dans ma tête, les gars, parce qu'aujourd'hui, là, quand je regarde l'ancienne version de moi, là, je dis, hey, c'est chaud, c'est chaud, et s'il vous plaît, pardon, ne me jugez pas. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business. On parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et spécialiste dans la multiplication de l'argent. Là. Alors ce thème-ci, attention, on va faire le japap. On va faire le japap parce que là, je pense que ce sera la pire de mes vidéos. Une vidéo révélatrice. Mais on doit partager parce que ici, là, c'est l'anatomie d'une aliénée. Et quand je dis aliénée, là, je dis aliénée. Bon, pour vous mettre un peu dans le contexte, et bien sûr, je n'osais pas de lancer une pierre à mes parents parce que je pense que l'objectif derrière tout ça, c'était de nous décomplexer, de nous mettre en contact avec l'extérieur et tout le reste. Je tiens ici à mentionner qu'avant d'aller en France, j'ai eu à aller dans des colonies de vacances qu'on a fait ici au Cameroun. Je pense qu'on était allé du côté du nord-ouest et de l'ouest. Ok, c'est une tante, une bonne amie à ma maman qui organisait ces colonies de vacances. Là, c'était super. Dans les deuxièmes colonies de vacances, c'était l'année d'après, j'avais 10 ans, où pour la première fois, on devait aller à l'extérieur. Donc là, on devait aller en France. Donc je ne vous dis pas ma surprise donc. Quand donc l'année finit, parce que tout ça bien sûr les parents le font si vous avez bien travaillé, surtout ma mère qui est obsédée par les bonnes notes. Même si mon père voulait, nous oui, il faut que les enfants sortent, aillent en colonie de vacances, pour ma mère c'était important qu'on le fasse s'il y a eu de bons résultats à la fin de l'année. Et beaucoup d'entre vous, vous le savez, j'ai déjà eu à le mentionner dans le passé, l'école, ce n'était pas ma chose. Oh. Bon, je m'en sortais aussi, c'est vrai que j'étais dans l'école la plus difficile du Cameroun, je m'en sortais, mais j'étais plus intéressée par le business. Donc parfois, après l'école, j'allais dans mes business, dans mes affaires. Même quand je devais faire le probatoire, le bac, c'était chaud. Mais franchement, je me forçais à aller à l'école, mais j'étais plus dans le business, c'est ça qui m'intéressait. Pendant que les gars parlaient des garçons, de tel est le plus sexy, tel est le plus beau. Pour moi, je disais que gars, si le gars est sexy là comme ça, qu'est-ce que je peux vendre pour qu'il soit plus sexy? Moi, ce qui passait dans ma tête, j'étais pas dans les trucs là. Donc, ce qui se passe, donc, pour revenir à quand j'avais 10 ans, donc, la première fois qu'on doit aller en France pour les colonies de vacances, et je me rappelais toujours, quand j'ai parlé à ma tata, là, et elle m'a dit que ces colonies de vacances-ci, on va aller en France. Hey! Les gars, dans la tête de l'enfant de 10 ans, je ne vous dis pas ce qui se passe. Je dis qu'on va aller où? On va aller en France. En France. Vous voyez, quand vous grandissez avec Canal+, vous grandissez avec les poupées, les Barbie blondes aux yeux bleus. Vous grandissez en voyant vos exemples. Vous grandissez avec une image de Dieu blanc. Oui, je vais le dire. Vous grandissez avec ça. Donc, pour vous, aller chez le blanc, c'est comme aller chez Dieu. Je vous dis ce qui se passait dans la tête de Stéphanie. Donc, quand j'ai appris ça, je suis passée par un sentiment. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'était une information qui était difficile à gérer. Tu as appris ça, tu dis que non, c'est impossible. C'est impossible. Tu dis que oh, c'est possible. Je vais aller au paradis. Je vais aller au paradis. C'est ce qui se passe dans ma tête. Ce qui est intéressant, avant de revenir à l'histoire rapidement, c'est qu'il y a un des abonnés qui a mis un commentaire quand j'ai fait une vidéo où je parlais du fait que j'étais quand même assez aliénée avant de sortir de l'Afrique pour aller vivre, pas juste pour les vacances. Et un abonné dit que mais Stéphanie, tu es courageuse de le dire parce que la vérité c'est que plus de 95% des Africains le sont complexés et aliénés. Donc pour eux, quand même, ils voient l'Occident comme étant meilleur que l'Afrique. Et donc c'est pour ça qu'une bonne partie justement veut sortir de l'Afrique et aller visiter. Mais que beaucoup de gens ne vont pas dire ce que tu dis. Et moi je dis à ces gens, c'est très important de faire un diagnostic. Parce que si on ne sait pas qu'on est malade, on ne peut pas guérir. Automatiquement. Un malade qui ne se connaît pas ne guérira jamais. Ok, donc si vous reconnaissez en vous, dans l'histoire que je vais raconter, une petite partie de votre histoire à vous, c'est important pour vous de faire l'analyse et de se demander pourquoi est-ce que je me sentais comme ça? Comment est-ce que je peux fermer le gouffre? Comment est-ce que je peux me rassurer d'être une meilleure version de moi? Et c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Je dis cette histoire parce que je ne suis plus la Stéphanie que j'étais avant.
Et voir ce par quoi je suis passée et ce que je suis devenue aujourd'hui me rendent 1000 fois fière. Je ne le fais pas pour des gens. C'est pour ça que parfois, moi, ça ne me dérange pas de venir étaler certains de mes tares ou certains de mes défauts que j'avais avant, ou même certains que j'ai aujourd'hui, parce que je sais que je travaille dessus. Donc, s'il y a des remarques un peu négatives, oui, mais qu'elle était aliénée et tout, je m'en fous. J'embrasse cette ancienne version de moi. Mais ce qui est superbe, c'est que aujourd'hui, il y a eu cette transformation-là. Et c'est le but de la vie. Le but de la vie, c'est de s'améliorer. C'est de passer du point A au point B. Si vous faites du surplace, là, que ce soit du point de vue développement personnel, que ce soit du point de vue les finances, que ce soit du point de vue que ces relations interpersonnelles aient un problème, il faut s'améliorer. Donc, retour dans le contexte. Donc, je vais vous raconter le jour du départ. Le départ, il me rappellera toujours. J'avais 10 ans. Bien cogné. D'abord, attendez, l'enfant était prête là, pour la France, que moi je devais à la France. Dans le jour du départ déjà, je me rappellerai. On allait retrouver Tantine à Bonanjo, où il y avait une voiture, un petit car qui partait avec nous. Et s'il vous plaît, il y a je suis en relation avec une des sœurs. Elle se peut dire pas le nom de famille. C'est vrai que c'est un nom, c'est pas très connu, mais elles vont se reconnaître. Les deux sont aux États-Unis. Une est au Texas, si je ne me trompe pas. Oui, une est au Texas. Et il y avait deux sœurs dans le voyage. On a gardé les contacts depuis le temps. Donc, la grande sœur va sûrement se rappeler. Je vais mettre certaines photos. Peut-être je vais voiler le visage des sœurs. Peut-être vont reconnaître les photos et tout le reste. On allait rencontrer Tantine à cet endroit-là. Puis on allait à l'aéroport. Et bon, moi, je n'avais jamais vu de passeport avant. Moi, on avait fait faire mon passeport. Ma maman avait fait faire le passeport. Et donc, on arrive à l'aéroport. Pour la première fois, on me donne mon passeport entre les mains. Je pense que c'était juste pour tenir, je sais pas trop quoi, parce qu'après on a remis à Tantine qui allait faire toutes les démarches devant. Donc quand je prends mon passeport comme ça, je le tiens, je l'ai toujours. En fait, cette histoire est venue parce que maman a retrouvé mon premier passeport, le tout premier. Franchement, j'ai envie de mettre la photo de ça, mais... En fait, j'ai pris la photo là, avec la tenue de Liberman dessus. Je me regarde comme ça, je dis que mais maman, tu avais vos photos de vous quand vous étiez enfant, pendant sortir les photos là. Parce que façon là, tu te regardes, tu te dis que gars, tu étais négligé, bizarre comme ça et tout. Bref, c'était nous. Et donc, je prends mon passeport pour la première fois, je touche, ça avait l'air tellement intéressant. Je dis que ouais, ça avait l'air tellement bizarre. Je dis que waouh, ça c'est le passeport pour le paradis. Ça, c'est ce qui va me permettre d'aller chez le blanc, voir le pays du blanc. Maintenant, après que Tantine ait fait toutes les démarches, on passe... En fait, c'était comme dans un rêve, j'étais dans une bulle. On passe à travers l'immigration et tout. Quand on est en salle d'attente, mon cœur commence à battre. Je veux prendre l'avion. Après, quand le temps est venu d'embarquer, on donne les passeports. On rentre dans vous voyez le couloir là, le corridor qui amène dans l'avion. Je marche. Après, quand mon pied touche, quand on est dans l'avion là, le pied touche. Ça rentre comme ça. Je dis, ah! C'est comme si j'ai reçu une décharge électrique. J'étais comme ça. Je dis, oh, le paradis! Le paradis! Nous voilà donc qui entrons dans l'avion, non? On s'assoit. Quand on s'assoit déjà comme ça là, on s'assoit. Je pense qu'on voyageait avec... On allait voyager avec quoi? C'était Air France. Et c'est drôle parce qu'à l'époque, Cameroun Airlines, parce qu'on avait une compagnie qui allait justement à l'étranger, mais on avait pris Air France parce que c'était des blancs justement qui nous servaient. Oh oui, on avait pris Air France. Ah! Donc j'étais assise dans Air France et j'étais bien, j'étais du genre waouh. Et puis on vient nous parler, je vois la blanche venir me parler. Qui vient me dire oui, mettez votre ceinture de sécurité. Mais comme c'est la blanche qui a dit, je mets vite la ceinture de sécurité. J'étais comme ça, il parle. Et puis tout ce que je me rappelle, c'est que l'avion commençait à avancer. Et là mon cœur a commencé à battre, que ma tension, en fait c'était un mélange d'émotions. Il y avait de la peur, parce que c'était la première fois que je prenais l'avion. Il y avait la peur du genre, pourquoi il y a autant de bruit? Est-ce qu'il y aura un accident? Est-ce que ceci? Mais il y avait également l'excitation. Oh, et je ne vous dis pas le côté excitation. J'étais du côté de la fenêtre, là, je regarde comme ça. L'avion est en train d'avancer. On accélère. Puis quand ça décolle dans mon cœur, je dis, ouh, on est en train de quitter l'enfer. On est en train de quitter l'enfer pour aller au paradis. Maintenant que je regarde ça, je ne sais pas si je devrais pleurer ou si je devrais rire. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous allaient rire, mais moi, dans cette observation-là, je me dis quelque part que si je me suis sentie comme ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres Africains qui ont ressenti le même sentiment quand ils partaient à l'étranger pour la première fois. Et c'est pas fini, parce que ça, on est encore dans l'avion. Décollage. On monte, de plus en plus on monte. Je suis comme ça, je regarde en bas, je regarde. Tout devient tout petit, je regarde, je dis ouh, le paradis est devant, le paradis m'attend. Et quand ça se stabilise, vous voyez, je dis que c'est pas, c'est genre, mais j'ai pris l'avion. Mais j'ai pris l'avion, qui peut encore me dire quoi? J'ai pris l'avion. Et je n'ai même pas fini de dire ça. J'entends les hôtesses de l'air parler.
encore, oui, bienvenue sur Air France, le vol va durer, c'est votre capitaine tel, le vol va durer 6h17 minutes. Température locale, whatever, vous connaissez le blabla qu'on nous chute souvent. Machin truc, il dit, ah, le capitaine, apparemment c'est un français, il parle aussi, hein, il parle aussi. Quelques temps après qu'on ait décollé, je vois les hôtesses au lait qui passaient, commençaient à dire les choses aux gens, ils disaient, et on était tellement excités parce qu'on était entre jeunes, entre nous. Donc on se parlait des gens, ouais, pour certains enfants, parce qu'il y a les enfants de bobo dans tout ça. Quand on dit bobo, c'est-à-dire les enfants de boss. C'était du genre, oui, mais écoute, c'est la 4e fois que j'y vais depuis que j'ai, c'est pas 6 ans, 7 ans. J'étais genre, waouh. Et toi, Stéphanie, il dit que, gars, mon gars, c'est la première fois que j'y vais. Mais j'y vais là. Le plus important, c'est que j'y vais. Et ça, on ne partir là. On parle, on rit. Tantine également avait prévu certains petits jeux entre nous, donc c'était tellement bien passé. Et puis après, je me rappelle qu'on est venu nous servir à manger, et oh, je me rappelle la première fois qu'on a mis la nourriture devant moi. Oh les gars, oh, le niveau de complexe là, je sais pas. Mais il faut que je le dise, j'ouvre vraiment mon cœur dans cette vidéo aussi. Je partage avec vous les émotions. C'est important que nos enfants ne passent pas par ces émotions là. C'est très important. Parce que je pense vraiment que nos parents ont voulu bien faire, et ils ont bien fait. Franchement. Maintenant, il y a eu certains manquements que eux, ils ne réalisaient pas que ça avait un impact sur nous. Comme peut-être regarder les chaînes où on ne voit que des personnes qui ne nous ressemblent pas. Moi, ma génération, ceux qui sont nés dans les années 80 et 70, même certains de 70 et 90, beaucoup d'entre nous, nous avons grandi avec des images de blancs à la télévision. Donc, je ne pense pas que les parents réalisaient l'impact de ça, de l'imagerie, de la représentation. Donc, bien que j'ai eu une mère qui n'était pas complexée du tout, papa, je ne sais pas, je n'ai jamais vraiment vu dans les interactions avec les Occidentaux. Maman, je l'ai vu plusieurs fois dans les interactions avec les Blancs, parce qu'elle est avocat, donc elle interagit beaucoup avec eux, surtout qu'elle a des clients internationaux également. Malgré tout ça, l'exposition à ces affaires-là n'a pas empêché qu'il y a eu certaines brides d'aliénation. C'est vrai que je n'étais pas la plus aliénée, pour vous dire la vérité, non. Et puis même, lors de cette colonie-là, on a eu une intercation avec des Français. Et là, mon côté poum noir est ressorti en même temps. Malgré le fait qu'intérieurement, quand je me regardais en face du miroir, pour moi, je suis désolée de le dire, le blanc était meilleur que nous. Du point de vue intellectuel. Quand on dit meilleur, c'est pas autre chose. Pour moi, c'est surtout du point de vue intellectuel et réalisation. Et le fait que je sois allée en France voir ça, pendant que mes parents pensaient que ça allait vraiment me décomplexer, ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'on partait là-bas juste pour des colonies de vacances. Je pense qu'on est resté 2 semaines, c'est tout. C'est pas comme quelqu'un qui vit et qui connaît les réalités. Donc, il y a quand même eu, je dois avouer, cette démystification du blanc, mais dans le même temps, voir leur réalisation et comparer ces réalisations avec ce qui était fait ici, m'a fait dire que bon, ils sont mieux que nous, ce qui n'était pas vrai, les gars. Et ce qui n'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Mais je vous parle vraiment de l'histoire d'une enfant de 10 ans qui partait pour la première fois en France. Donc c'est pas fini là. Je veux pas qu'on devienne émotif là. On est dans l'histoire. Ce qui se passe donc, quand on m'amène la nourriture pour la première fois, parce que pour moi, dans ma tête, j'étais quand même dans un milieu privilégié. J'étais pas sûre que ce que je faisais ça bien. Donc, même manger, prendre la fourchette et le couteau, ce dans quoi on nous a élevés depuis l'enfance, ceux qui veulent appeler ça aliénation, vous pouvez le faire, j'ai pas de problème avec ça. J'étais bien mal à l'aise parce que je me disais que est-ce que je dois prendre la cuillère en premier, est-ce que je dois prendre la fourchette, est-ce que je dois prendre le couteau. Donc ce que je faisais de manière discrète, parce que moi j'étais assise du côté de la fenêtre, c'était pas rangé des 3, il y avait 3 d'entre nous qui étions là et il y avait un peu plus loin des blancs. Je me suis inclinée légèrement et puis j'observais ce que les blancs faisaient pour être sûre de bien faire. Je questionnais même ma manière de tenir la fourchette et le couteau. Et donc ces blancs-là, je vois comment ils prennent d'abord la nappe de table, ils ont mis ça sur le côté, il a ouvert, donc tout ce qu'ils faisaient, j'étais assise comme ça, je guettais seulement. Me voici, ne riez pas, pardon, ne riez pas. J'étais sur ma chambre, je faisais ça. Ils font comme ça. C'est pas que je ne savais pas, je pensais que je ne savais pas. On met la nourriture devant vous, vous savez comment manger. Je l'ai fait pendant 10 ans. Bon, pas 10 ans, disons, je l'ai fait peut-être pendant 7 ans, 8 ans. Jusqu'à ce que je sois indépendant, je puisse manger moi-même. Mais bizarrement, dans ces situations-là, j'avais perdu mes réflexes. Donc j'avais tellement peur de mal faire, il fallait que je copie sur ce qui pour moi était l'exemple. Et l'exemple était le blanc. Vous avez vu que je vous dis que je ne regardais même pas ce que mes amis à côté faisaient, non. Donc je me suis inclinée pour regarder. Attention. Donc je suivais ce qu'ils faisaient et tout. Puis manger bizarrement dans l'avion, là c'était Air France. Hein. Donc le goût de la nourriture, bizarrement, était mieux que notre poisson braisé et bâton de manioc qu'on a au Cameroun. Et ndolé et tout ce que vous voulez. La meilleure bouffe au monde. Bizarrement, c'était mieux. Donc je mange comme ça et je remarque que mon c'est important, je suis dans l'avion, je ne peux pas finir toute ma nourriture. Il ne faut pas que je finisse toute ma nourriture. Parce que moi souvent, vous me connaissez avec la nourriture. Mes abonnés me connaissent avec la nourriture. Quand on met la nourriture devant moi là, je mange. S'il y a os là, je mange, je croque, moi, je finis. Mais dans l'avion la première fois là, j'ai dit que... Faut pas qu'on vienne dire que tu es villageoise. Oh. Comporte-toi. Donc je me comporte. Je pense que j'ai laissé peut-être un morceau, 2 morceaux de carottes avec genre
Alors que mon cœur, je regarde que Stéphanie mange. Je dis que non, comporte-toi. La petite Stéphanie de 10 ans, non, tu peux pas, comporte-toi. Puis je prends la nappe de table, je suis ma bouche bien là, du genre en civilisé quoi, en civilisé. Ils viennent chercher la bouffe, ils partent avec. Après, je continue à blaguer avec mes amis et tout. Puis à l'atterrissage, j'étais terrifiée par l'atterrissage. Mais quand on arrive au-dessus de Paris, non, on n'est pas passé par la Tour Eiffel parce que souvent ces gens se disent que tu passes d'abord par la Tour Eiffel. Nous, en tout cas, on n'est pas passé par la Tour Eiffel. C'est pas c'est les avions qui passent par la Tour Eiffel. Ceux qui font tout le temps Paris, Afrique, là, dites non. Est-ce que quand l'avion arrive à Paris, vous passez du côté de la Tour Eiffel? On est passé par des zones de campagne. Je pense que c'était des zones un peu extérieures à Paris. Mais il y a un truc qui m'avait vraiment frappé, c'est la propreté et comment du dessus tout est rangé. Tout était bien tracé. Tout est rangé. Vous voyez, c'est pas comme si on a posé les maisons au hasard. Vous sentez qu'il y a un travail de fond qui est effectué. Donc cette première image, la toute première image que j'ai de l'Occident, c'est resté cristallisé dans mon inconscient. Cristallisé. L'ordre, tu étais genre, waouh! Même c'était la campagne. Je vous dis que c'était même pas la ville. C'était la campagne. Même les chants, vous voyez comment la manière dont les gens font leurs chants en Occident, c'est pas le pala-pala comme parfois vous trouvez ici. Je dois être franche, je dis pas c'est comme ça tout le temps. Dans certains autres pays, ici là vous voyez les chants des gens, vous dites que mais c'est comment? Il y a eu quoi? C'est la fin du monde. Noé a dit que le déluge arrive et on ne fait rien dans nos champs. Donc j'ai cette image là. Je pense que l'atterrissage c'était un des moments où j'ai eu le plus peur quand j'étais enfant. Parce que quand l'avion atterrit, boum, 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 vous voyez quand l'avion touche le sol, le bruit là, boum, j'étais genre, ah, boum, 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 vous dites que, mon Dieu, c'est la fin du monde, mon Dieu, c'est la fin du monde. Pendant quelques secondes, après quand l'avion se stabilise, voilà tous les noirs de l'avion. J'ai dit tous les noirs de l'avion, moi j'étais dans la sauce, j'étais dedans, pas à peu près. On est vivant, on est vivant. Oh, bon, je n'avais même pas le temps des blancs pour voir leur réaction, je ne me rappelle pas. Mais ce que c'est qu'on a atterri là, et que l'avion s'est stabilisé là, les noirs, nous tous sortaient de ouf. On est arrivé. Non seulement on est vivant, mais on est arrivé au paradis. Voici donc la fin de la première vidéo. Parce que la deuxième vidéo là, ça, ce sera la vraie vidéo de l'anatomie de l'aliénation. Voilà. Rendez-vous donc demain pour la deuxième partie. Parce que l'autre partie là, je vous promets que vous n'êtes pas prêts. Parce que de la façon que j'ai réagi devant certaines situations là, et que je pense à ça, et que je me vois là maintenant, je dis que gars, Stéphanie, tu aurais pu me faire. Quant à vous, je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Et on se voit demain pour la suite de la vidéo. Peace out.